PDF, aussi. Peut-être quelques mots d'introduction, du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, sur les ambitions de l'intervention qui est la mienne, que j'ai essayé de faire courte pour essayer de rattraper un petit peu le temps, même si le sujet ne s'y prête pas forcément. L'idée, c'est de s'arrêter un peu sur les règles du jeu. Enfin, les règles du jeu, elles sont arrêtées depuis 2018 pour tout ce qui va être des textes un peu des textes légaux, qui ont été complétés par différents décrets jusqu'en ce début d'année même. Toutes les règles qui vont impacter les certificateurs et les acteurs de la certification dans leur ensemble, et peut-être même les individus d'ailleurs en bout de chaîne, et les consommateurs entre guillemets de certification. Le marché de la certification est en tout cas reconnu, y compris dans les textes désormais, n'ont pas encore tous produit leurs effets. On va voir, il y en a encore certains qui sont attendus pour janvier 2021, notamment en termes d'obligations pour les certificateurs. Donc l'idée, puisque la matinée est consacrée à la manière dont a évolué le monde de la certification depuis 2018, c'est de se dire quelles sont les règles du jeu avant de voir comment on joue avec ces règles. Puisqu'il ne s'agit pas simplement d'avoir des textes, encore faut-il les mettre en œuvre, et particulièrement concernant la certification, on verra que ce soit les acteurs institutionnels, en premier lieu France Compétences, les textes donnent du sens, viennent apporter des précisions par rapport au cadre antérieur, notamment des précisions sémantiques, ou venir préciser le cadre national de la certification, mais la mise en œuvre opérationnelle de ces règles, pour qu'on ait réellement des certifications et des certifications de qualité, demande un travail d'interprétation de ces textes qui peut se traduire par des procédures, des demandes de certification, par des doctrines aussi qui doivent être affichées et transparentes pour les règles du jeu. Elles peuvent aussi concerner les offreurs de formation, les certificateurs, comme je le disais. On a de nouvelles règles pour créer ces certifications, et avoir des certifications dans son offre, quand on est offreur, va ouvrir des nouvelles perspectives, notamment d'accès à des financements, et donc re-questionne la stratégie, les modèles économiques des offreurs de formation, dans un environnement qui d'ailleurs est bousculé par bien d'autres sujets en même temps que celui de la certification. Et puis, ce monde de la certification peut aussi impacter derrière les individus. Les questions de certification, par contre, c'est ça qui est intéressant, j'essaierai de conclure là-dessus. Sur la réforme de 2018, ce qui me semble notable, c'est les effets produits par les certifications. Alors, il y a des effets historiques, hein, vous connaissez, les effets juridiques, j'entends pas les effets uniquement de valeur d'usage sur le marché, mais les effets juridiques. Et ces effets juridiques, quand on regarde l'intégralité du cadre de la formation professionnelle, eh bien, il y en a de nouveaux, et certains qui sont non négligeables, puisqu'on parle aussi de l'acquisition de droits individuels en fonction, par exemple, de notre niveau de certification. Donc ça pose tout un tas de questions un peu nouvelles. Je vais passer assez vite sur la contextualisation, ça a été fait juste avant. Simplement, pour donner du sens, alors rassurez-vous, je ne vais pas lire les textes et les décrets maintenant, un petit peu long. Par contre, on vous transmettra le document. Le document est intégralement sourcé, donc vous retrouverez les textes pour plus de précision. Notamment, on va pas se faire tous les critères de certification et toute la documentation. Mais on va essayer plutôt de donner du sens. Et quand on donne du sens, on doit sans doute faire un petit pas en arrière avant la réforme, avant les textes en tant que tels de 2018, pour regarder un peu comment la question de la certification a été traitée au moment des travaux préparatoires. Je ne parle pas que des débats parlementaires, bien évidemment, il y a tous les travaux en amont. Et ce qui peut nous marquer, c'est que, en tout cas, en fil rouge, la question de la certification à l'occasion de la réforme de 2018, contrairement aux réformes d'avant, où la certification était pensée comme un objectif, on orientait le système de formation, les financements, les dispositifs, le jeu d'acteurs, pour que les gens les individus atteignent une certification. Là, la certification elle-même est objet de cette réforme. C'est-à-dire qu'on a un pan entier de la réforme qui vient transformer la manière dont on crée les certifications, leur contenu, et tout ça est guidé par des principes de transformation, certains qui sont transverses à toute la réforme, l'individualisation par exemple, est sans doute l'un des
d'accès à la formation est l'un des principes qui a le plus impacté la réforme de la certification, la réforme dans la réforme. Et dans les thèmes dans les éléments qui ont gouverné à ces réflexions, déjà il y a la question un peu traditionnelle de considérer la certification comme un effet signal sur le marché de la compétence, sur le marché de l'emploi. Donc je reprends les termes de l'étude d'impact de la loi, même si on avait beaucoup entendu dans le débat public juste avant, pour faciliter la reconnaissance et quelque part l'intermédiation entre le besoin de compétences et les individus qui la déterminent, qui la possèdent, pardon, avec cette idée d'avoir une réforme qui favorise le maintien de l'emploi, l'insertion dans l'emploi, voire même qui permettent de concrétiser la liberté de tout un chacun de choisir son avenir professionnel. Ça, c'est un élément très fort qu'on retrouve dans les travaux préparatoires. Un autre élément qui a été marqué assez rapidement dans la réforme, dans les travaux préparatoires, c'est d'utiliser la certification comme un pont entre ce qu'on va faire en termes de formation, par ricochet en termes de validation des compétences, et les besoins de l'économie, les besoins des entreprises. Et ça, c'est marqué, par exemple, c'est marqué explicitement dans les textes et dans les travaux et dans les esprits les concertations autour de l'apprentissage. Parce que dans le rapport de Sylvain Penet, qui en a découlé, il y a tout un tas de préconisations pour développer l'apprentissage, mais qui concernent spécifiquement la certification, et notamment la nécessité de revoir les contenus des certifications pour qu'ils soient plus proches de la réalité des besoins des entreprises. Parce qu'il y a derrière conduit à tout un tas de réformes concrètes, et notamment la transformation des processus de construction des certifications pour une présence renforcée du monde professionnel, et une volonté aussi d'aller chercher la réactivité. Je fais une petite parenthèse qu'on ne se trompe pas dans nos propos, je parle des intentions de dépôt, je dit qu'on y avait réussi. Autre objectif qui était fourni à la certification, et ça aussi c'est plutôt nouveau, c'est central dans la réforme de 2018, qui a quand même mis la régulation du système de formation au cœur de ces inquiétudes, de ces interrogations. La certification doit être un outil au service de la régulation de l'intégralité du système de formation professionnelle. Et dans cet ordre-là, notamment en déterminant ce pourquoi on va mettre en mouvement le système de formation, vers quel type d'action de formation, vers quoi on va orienter les financements, et comment on va aussi guider les autres types de régulation, que ce soit la qualité des efforts, etc. Et du coup, dans cette logique-là, c'est pas étonnant qu'en bout de course, la responsabilité de la certification a été confiée à France Compétences. France Compétences qui, dans la réforme, a le rôle principal d'être le régulateur du système de formation. Et la certification est un des leviers qui peut être utilisé à ce sens. Et ça, c'est clairement identifié d'ailleurs dès le début dans la réforme, dès la note d'orientation gouvernementale qui est remise en novembre 2017 aux partenaires sociaux pour les inviter à négocier, à ouvrir les discussions sur la c'est explicitement et puis enfin, un élément sur la certification, dans la place qu'elle occupe dans la réforme, dans le système de formation aujourd'hui, pardonnez-moi, la certification comme gage de bonne gestion des fonds publics, à partir du moment où la réforme 2018 fait un pas de plus par rapport à vers l'individualisation, par rapport à ce qui se faisait en 2014, le fait que ce soit les individus, notamment à travers le CPF, qui ait la capacité autonome d'utiliser des fonds publics à travers leurs droits, ce sont finalement des fonds publics qui sont dépensés, oblige à réfléchir à un certain nombre de garde-fous, de mécanismes pour que ces fonds publics soient bien usités. Alors on en connaît d'autres, toute la réglementation de qualité relève de la même logique, il y en a d'autres, mais aussi le fait de cibler les formations éligibles vers des formations qui sont certifiantes, donc qui oblige aussi à avoir une politique de certification qui soit de qualité pour que ces dépenses permettent d'atteindre des objectifs plus larges. Donc ça, c'est une proposition, c'est un point de vue bien sûr qui peut se discuter, mais il me semble que c'est le point de départ de la réforme. Qu'est-ce qu'on a voulu faire et pourquoi est-ce que dans cette réforme de 2018, plus que dans celle des dernières années, qui pourtant avait les mêmes philosophies, individualisation, etc., CPF, 2014, font de l'évolution du cadre de la certification un point très particulier qui nous amène aujourd'hui. La réforme dans les textes, je vais plutôt cibler ce qui a évolué, je ne vais pas refaire, même si le support est plus complet. Ce que ça a pu apporter, c'est des précisions sur le cadre. Alors des précisions, ça ne veut pas dire que du coup tout est clair. Mais
on l'a dit juste avant, le rapport EGAS s'en était fait le témoin. Il y avait des difficultés sémantiques, ou en tout cas il y avait quand même un certain nombre de flous, à part pour certains experts en matière de certification, et encore, ça ne levait pas toutes les questionnements juridiques. Et donc les textes sont venus préciser la sémantique et donner des définitions. Alors ces définitions elles-mêmes, pour le dire tout de suite, elles sont elles-mêmes sujettes à interprétation, à l'aide des experts. C'était la mission de France Compétences et de la commission certification en grande partie, que d'éclairer la manière dont elles interprétaient ces textes. On a une nouvelle définition des formations certifiantes, qui jusque-là n'était pas définie dans le code du travail. On était c'était très usité en termes courants, mais il n'y avait pas de définition juridique. Alors, fondamentalement, on n'est pas forcément surpris par le contenu. C'est des formations, et désigner formation certifiante juridiquement, des formations pour lesquelles on cherche une certification, on cherche à faire sanctionner les compétences acquises par la formation qu'on s'apprête à suivre, par une certification inscrite au RNCP, un bloc de compétences ou une certification inscrite au répertoire spécifique. Donc c'est la volonté, la projection d'aller chercher une certification quand on entre en formation qui rend cette formation certifiante. C'est quelque chose qui n'est pas forcément un élément très objectif, parce qu'on peut très bien entrer dans une formation au début et en cours de route se dire bah tiens, finalement j'ai des compétences, ou parce que l'accompagnement individualisé permet de se rendre compte qu'on a d'autres compétences et qu'on a acquises autrement et qu'on peut aller chercher une certification. Et donc ça vient quand même encore quelques questions autour de cette notion-là. On a aussi une définition qui a été fixée autour de termes qui sont quand même des termes structurants quand on parle de création de certification, de suivi, de réactualisation. C'est la notion même de certificateur, plus précisément selon les termes juridiques, de ministère et organisme certificateur. On en distingue indirectement les différentes natures. Le ministère représentant notamment les ministères certificateurs, représentant de l'État, au nom de l'État, on reprendra le texte un peu plus tard, et puis les organismes qui est un terme assez vague et qui va recouvrir des opérateurs privés, certes, mais aussi d'autres institutions, éventuellement des institutions parapubliques, ou des institutions où parfois la caractérisation juridique est compliquée à déterminer, notamment les branches et les CPN, par exemple. Donc, une définition des certificateurs. Alors, il y a une liste qui reste précise pour ce qui est ciblé, mais les ministères, les comités des CPNE, les organismes et les instances, qui sont à l'origine d'une certification inscrite à un des répertoires, sont qualifiés de ministère certifié. Et puis, on a aussi une autre définition qui vient en 2018, qui était plutôt attendue, donc c'est encore une fois de manière opérationnelle de la place en interprétation. Les blocs de compétences sont reconnus dans les textes depuis 2014, c'est l'avènement du CPF, c'est une conséquence dans la philosophie politique de la réforme, mais il n'y avait pas forcément de définition. Et donc on est venu préciser dans la forme de 2018, et donc ce sont des blocs de compétences, ce sont des ensembles homogènes et cohérents de compétences qui contribuent à l'exercice autonome d'une activité professionnelle, et puisqu'ils vont avoir les mêmes effets qu'une certification plus traditionnelle, ils doivent pouvoir être évalués. Donc on a un sens qui est donné au terme, à la terminologie usitée sur le monde de la certification. À côté de ça, on a des éléments qui viennent aussi, toujours des éléments de précision, qui n'ont peut-être pas transformé la vision des choses pour les professionnels que vous êtes quand la loi vient préciser le contenu d'une certification, en précisant qu'il y a un référentiel d'activité, un référentiel de compétences et un référentiel d'évaluation. C'est des choses qui étaient plutôt connues mais qui sont consacrées au niveau législatif. Et puis, toujours dans ce cadre national global dans lequel on évolue les certifications, on a eu par décret, suite à la réforme, une réactualisation, en tout cas un nouveau cadre national des certifications, qui est venu préciser, transformer en tout cas, la manière dont on accrochait les certifications de différents niveaux, puisqu'on s'est aligné sur pas la réglementation, mais en tout cas le cadre européen, sachant que c'est plutôt sur ce point-là, à l'occasion de la réforme, que ce décret a été pris, plus qu'une conséquence de la réforme, puisque c'est des sujets qui étaient dans les tuyaux déjà antérieurement à cette réforme-là. Mais c'était l'occasion, il y a eu un accélérateur pour repréciser un cadre national un peu différent.
Et puis, ce qui me semblait important de préciser toujours dans cette approche très globale, et d'un point de vue très juridique, même si il y a tout un tas de questions de mise en œuvre, les voies d'accès à la certification finalement n'ont pas du tout, à mon sens, été bouleversées par la réforme, ce sont toujours les mêmes, celles qu'on connaissait avant que la loi nous passe, une formation professionnelle initiale, des formations certifiantes, l'apprentissage et la VAE. Ce qui me semblait important quand même de mettre en avant, c'est à côté des textes spécifiques à la certification, les nouvelles obligations en termes d'information des publics. Alors elles ne sont pas forcément nouvelles, mais elles ont été précisées aujourd'hui dans les textes, que ce soit dans le cadre du service public de l'orientation tout au long de la vie, qui est conjointement assuré par l'État et les régions, ou plus spécifiquement au niveau territorial, pardonnez-moi, dans le cadre du SPRO, le service public régional de l'orientation, des obligations explicites de chacun de ces acteurs à informer les individus de l'existence des certifications, de leurs débouchés professionnels. On voit bien là l'idée qui est sous-jacente dans toute la réforme, que ce soit pour l'accès à la certification ou même à la formation plus largement, de faire que les droits soient utilisés, de tendre vers l'effectivité des droits. Il ne s'agit pas simplement de dire des certifications, il s'agit d'organiser de manière institutionnalisée la réalité de leur usage, la réalité de leur appropriation par les individus ou les entreprises. Et ça change d'abord de l'information, il faut connaître ses droits avant de les utiliser. Au-delà de ce cadre-là, je vais passer assez vite là-dessus puisque ça fera l'objet de développement plus important après, le cadre a fait évoluer les modalités de création, de révision ou de suppression des certifications. Ce qui m'importe de préciser ici, c'est surtout la philosophie qui, à mon sens, a conduit à ces évolutions-là, qui est de rapprocher le monde professionnel. Je le disais tout à l'heure en ouverture, ça a été repris, il me semble que c'est une ligne de fond, une politique qui a gouverné à la transformation de procédures, donc derrière de la procédure se cachent toujours les intentions politiques, de faire que le monde professionnel soit plus présent dans la construction des certifications, et notamment publiques, pour se donner, créer un terreau favorable à ce que le contenu des actions de formation colle au plus près des besoins des entreprises. On n'a pas de garantie, encore une fois, ça dépendra vraiment, au-delà de ces règles, de comment les acteurs vont vraiment jouer, et notamment les représentants du monde professionnel, qui aujourd'hui sont au nombre au sein des CPC, commissions paritaires consultatives. Mais est-ce que le nombre fera la qualité? Toute la question est là, sachant que quelques rapports ont vraiment montré les difficultés de fonctionnement, ou en tout cas de capacité d'expression du monde professionnel dans ces CPC. Donc toute la logique est là. On a, avec la règle du jeu, permis cette présence et cette capacité d'expression des représentants du monde des paritaires. Je me dis les représentants du monde professionnel, mon esprit c'est bien les paritaires, et avec un poids quand même non négligeable dans cette procédure, puisqu'il faut que l'avis de la CPC soit conforme par principe. C'est comme ça que la loi fixe les termes. L'avis de la CPC doit par principe être conforme pour tout ce qui va s'agir en termes de création, de révision ou de suppression, à une exception près qui est quand même importante pour éviter que la profession ne puisse vider de sa substance la question des métiers réglementés. Pour les certifications qui conduisent à des métiers réglementés, là, l'avis est simple, il n'a pas obligatoirement à être conforme. Et en fond, on imagine bien une profession ou des représentants d'un secteur qui souhaiterait contourner les normes européennes et des normes mondiales qui sont quand même aussi en termes de sécurité, de santé, de sanitaire à vie des contenus, eh bien on est sur un avis simple. Je ne m'attarde pas sur la composition des CPC, qui a été repensée aussi dans les textes, mais simplement, je vais le préciser en amont, souligner que pour toutes les certifications qui vont être portées par un acteur public, la CPC est désormais obligatoire et la place du professionnel est importante à voir comment ça va se passer. Je souligne aussi toujours dans cette même logique, à mon sens, la volonté, ce n'est pas la première fois en 2018, ça s'est déjà fait sur les autres réformes, mais de voir les acteurs du monde professionnel, donc les branches en premier lieu, se saisir elles-mêmes de cette question de la certification. Alors la capacité à faire des CQP est bien entendu pas nouvelle pour les branches, et certains secteurs s'en sont fortement saisis, d'autres moins. Soit par volonté politique de ne pas y aller, soit parce que c'est un sujet que vous pouvez éliminer politiquement. Et donc on a des nouveaux textes, en fait, mais qui, à mon sens, ne sont pas tout à fait différents des anciens. On laisse la capacité d'autonomie aux branches professionnelles à déterminer, à travers des CQP,
certifications.